Mais 1945. Berlin est déjà en ruine et la guerre entre dans ses dernières heures. À l'aube du premier jour du mois, sous un drapeau blanc, le général Hans Krebs traverse les lignes soviétiques pour communiquer une nouvelle qui change le cours de l'histoire. Adolf Hitler et Eva Braun sont morts dans le bunker de la chancellerie. Aucune négociation n'est possible. L'ordre soviétique est clair, capitulation totale. Le lendemain, Berlin se rend. En moins de 3 semaines, la bataille laisse plus de 360 000 pertes soviétiques et près d'un demi-million d'Allemands entre morts, blessés et prisonniers, ainsi que des dizaines de milliers de civils. Après la chute, le Troisième Reich s'effondre de l'intérieur. Dans toute l'Allemagne, plus de 100 000 personnes meurent dans des circonstances extrêmes en l'espace de quelques jours. Parmi elles se trouvent des généraux, des ministres, des chefs régionaux du parti et de hauts commandants des SS. Avec Berlin réduite en décombres et le pouvoir central disparu, les hommes qui entouraient Hitler se retrouvent exposés aux conséquences finales du régime qu'ils avaient contribué à soutenir. Que leur est-il arrivé lorsque tout s'est terminé? Martin Bormann, la bureaucratie qui gouvernait Berlin. Martin Bormann naît le 17 juin 1900 à Wegeleben, au sein de l'Empire allemand. Il grandit dans un environnement rural et luthérien. Son père meurt alors qu'il est enfant et sa mère se remarie peu après. Il étudie le commerce agricole, mais interrompt sa formation en 1918 en s'engageant comme artilleur dans le 55e régiment d'artillerie de campagne. Il ne combat pas et est démobilisé en février 1919. Après son retour à la vie civile, il travaille dans des activités agricoles et finit comme administrateur d'un grand domaine en Mecklembourg. Dans cet environnement, il se lie à des associations de grands propriétaires antisémites et à des groupes paramilitaires. En 1922, il rejoint un Freikorps dirigé par Gerhard Rosbach, où il assume des fonctions administratives et de trésorerie. 2 ans plus tard, il est condamné à une peine de prison pour sa participation comme complice dans l'assassinat de l'instituteur Walter Kado, que lui et d'autres militants frappèrent et égorgèrent après l'avoir accusé de collaborer avec les autorités françaises dans la Ruhr. Il est libéré en 1925. En 1927, il rejoint le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Son profil n'est pas celui d'un agitateur ni d'un orateur, mais celui d'un organisateur. Il travaille dans la presse régionale du parti, puis passe à des fonctions administratives. À Munich, il s'intègre au système d'assurance des SA et crée la Hilfskasse der NSDAP, un fonds interne qui gère des compensations économiques pour les militants. Le contrôle de ce fonds lui donne une influence directe sur des milliers de membres du parti et devient une source clé de financement. En 1932, le fonds collecte des millions de marks par an. Après l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, il est affecté comme chef du personnel au bureau de Rudolf Hess, l'adjoint d'Adolf Hitler. Depuis ce poste, il construit une bureaucratie étendue et commence à intervenir dans les décisions internes du parti et de l'État. Cette même année, il est nommé Reichsleiter et député au Reichstag. À partir de 1934, il entre dans le cercle proche de Hitler et commence à l'accompagner de manière constante, préparant rapports, résumés et filtrant les demandes. En 1935, il assume la supervision totale de la résidence privée de Hitler à Obersalzberg. Il dirige des réformes, des extensions, des routes, des logements, des installations de sécurité et acquiert des terrains jusqu'à transformer la zone en complexe fermé. Il organise également la construction du Kehlsteinhaus. Durant cette période, il prend le contrôle des finances personnelles de Hitler et administre le fonds économique alimenté par les contributions d'industriels allemands. Le 10 mai 1941, Rudolf Hess s'envole seul vers le Royaume-Uni. 2 jours plus tard, Hitler abolit la fonction d'adjoint du Führer et transfère toutes ses attributions à Bormann, qui prend la direction de la chancellerie du parti. À partir de ce moment, il contrôle les nominations, la législation interne du parti et l'accès direct à Hitler. En 1943, il exerce un contrôle effectif sur les affaires intérieures du régime. Durant la guerre, il signe des décrets clés.
Il étend les lois raciales aux territoires de l'Est, établit comme permanente la politique d'élimination physique de la population juive et accorde à Adolf Eichmann une autorité absolue sur les Juifs sous juridiction de la Gestapo. Il promeut des codes pénaux spéciaux pour les Juifs et les Polonais dans les zones occupées, autorisant des châtiments extrêmes. Il est l'un des principaux responsables de la campagne contre les églises chrétiennes, expulse le clergé du parti et encourage des restrictions systématiques à l'enseignement religieux. En 1944, il participe aux côtés de Heinrich Himmler à l'organisation du Volkssturm, une milice créée par recrutement forcé en dernier recours. Mal équipée et peu formée, elle est envoyée sur le front oriental avec d'énormes pertes humaines. Le 16 janvier 1945, il retourne avec Hitler au bunker situé sous la chancellerie du Reich à Berlin. Il y reste jusqu'à la fin. Le 29 avril, il est témoin et signataire du testament politique et personnel de Hitler, qui le nomme exécuteur testamentaire et ministre du parti. Le lendemain, il est présent lors des dernières heures dans le bunker et participe aux démarches ultérieures. Pendant plusieurs heures, il retarde la communication officielle de la mort de Hitler au nouveau chef de l'État, Karl Dönitz. Dans la nuit du 1er mai, il quitte le bunker avec le médecin SS Ludwig Stumpfegger, Arthur Axmann et le pilote Hans Beur. Il emporte avec lui une copie du testament. Le groupe tente de percer l'encerclement soviétique par des tunnels ferroviaires et de sortir par la zone de la gare Lörther. En chemin, des explosions d'artillerie dispersent les fugitifs, après quoi toute trace immédiate de leur destination se perd. Pendant des années, son sort reste incertain. Il est jugé par contumace à Nuremberg et condamné à mort. En 1972, des restes humains sont découverts près de la gare Lörther. Les analyses médico-légales et dentaires permettent d'établir son identité des décennies plus tard, confirmant que son parcours s'est terminé là, dans les dernières heures de l'effondrement du régime. Joachim von Ribbentrop, des traités signés avant la Pologne. Joachim von Ribbentrop naît dans une famille de classe moyenne allemande et passe une partie de sa jeunesse à se former dans différents pays européens. Avant de s'impliquer en politique, il travaille hors d'Allemagne, réside au Canada et aux États-Unis et développe des activités commerciales liées au commerce international des vins. Durant la Première Guerre mondiale, il retourne en Allemagne, s'engage dans l'armée, sert sur le front oriental puis est affecté à des tâches militaires à Istanbul. Il atteint le grade de lieutenant et reçoit la Croix de fer. À la fin du conflit, il revient à la vie civile et se consacre de nouveau aux affaires, restant à l'écart de l'activité politique durant les années de la République de Weimar. En 1932, il entre en contact direct avec Adolf Hitler. Ribbentrop se présente comme un homme doté d'une expérience internationale et de relations à l'étranger, une rareté dans l'entourage nazi. La même année, il adhère au Parti national-socialiste des travailleurs allemands et en adopte pleinement l'idéologie. Il ne possède pas de trajectoire politique, mais trouve dans sa proximité avec Hitler une voie rapide vers le pouvoir. Pour consolider sa position, il adopte une loyauté absolue et une adhésion totale aux décisions du Führer. Au sein du parti, il est regardé avec méfiance par des figures comme Joseph Goebbels, qui le considèrent comme un intrus sans véritable formation diplomatique. En 1933, il réalise sa première mission importante comme envoyé personnel de Hitler au Royaume-Uni, où il rencontre le Premier ministre Ramsay MacDonald. L'année suivante, il crée son propre appareil diplomatique, la Dienststelle Ribbentrop, qui fonctionne en parallèle du ministère officiel des Affaires étrangères. Depuis cette structure, il commence à intervenir dans des négociations internationales, tandis que le régime avance dans son réarmement. Ribbentrop utilise les discussions sur le désarmement pour gagner du temps, présentant l'Allemagne comme une puissance prête à réviser l'ordre international pendant que l'appareil militaire s'étend en secret. En 1935, il joue un rôle clé dans la signature de l'accord naval anglo-allemand qui permet à l'Allemagne d'agrandir sa flotte. En 1936, il participe à la négociation du pacte anti-Comintern avec le Japon et la même année est nommé ambassadeur en Grande-Bretagne. Sa mission consiste à obtenir une alliance directe avec Londres. Il échoue. La direction britannique le considère comme maladroit et peu fiable, et son comportement, marqué par des absences prolongées et une attitude arrogante, finit par l'isoler. Il reste à Londres jusqu'en 1938 sans obtenir de résultats concrets. Le 4 février 1938, Hitler le nomme ministre des Affaires étrangères du Reich.
Depuis ce poste, il remplace une grande partie du corps diplomatique professionnel par des militants nazis loyaux. Il adopte un ton agressif en politique extérieure et devient un exécutant direct des plans expansionnistes du régime. Il participe activement à la crise des Sudètes, faisant pression sur Britanniques et Français pour accepter la désintégration de la Tchécoslovaquie. En septembre 1938, il intervient dans les accords de Munich, puis peu après dans le premier arbitrage de Vienne, qui redistribue des territoires en Europe centrale sous pression allemande. Le 23 août 1939, il signe à Moscou le pacte de non-agression avec l'Union soviétique aux côtés de Vyacheslav Molotov. L'accord inclut des clauses secrètes pour le partage de la Pologne et garantit la neutralité soviétique face à une guerre en Europe occidentale. Quelques jours plus tard, l'Allemagne envahit la Pologne. Ribbentrop considère ce pacte comme son plus grand succès diplomatique. Sa position est affectée lorsque l'Italie déclare initialement sa neutralité, fait qu'il attribue au ministre italien Galeazzo Ciano. En 1940, il intervient à nouveau dans le second arbitrage de Vienne, forçant la Roumanie à céder des territoires. La même année, il est l'un des signataires du pacte tripartite entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon, qui formalise l'Axe. Lors de réunions avec des diplomates soviétiques, il soutient que le pacte n'implique pas une guerre contre l'URSS, malgré les préparatifs militaires déjà en cours. Bien qu'il exprime des réserves internes sur l'attaque de l'Union soviétique sans avoir vaincu auparavant la Grande-Bretagne, il se plie à la décision finale de Hitler. L'invasion de l'URSS en juin 1941 marque son dernier grand acte diplomatique. Après l'entrée des États-Unis dans la guerre, l'isolement international de l'Allemagne s'accentue et le ministère des Affaires étrangères perd son poids réel. À partir de 1942, Ribbentrop est progressivement relégué à des fonctions bureaucratiques, avec un accès de plus en plus limité à Hitler. En 1944, sa position s'affaiblit encore lorsque l'implication de diplomates dans l'attentat contre Hitler est découverte. Martin Bormann le tient pour responsable de ne pas avoir épuré le ministère, ce qui permet au SS d'intervenir directement dans la structure diplomatique. Dès lors, Ribbentrop est écarté de toute tentative de négociation importante. Même lorsque Heinrich Himmler entame des contacts secrets pour une paix séparée, Ribbentrop n'est pas informé. Le 20 avril 1945, il assiste au dernier anniversaire de Hitler à Berlin. Il n'est pas reçu en audience. Peu après, il quitte la capitale et se rend à Hambourg. Le 14 juin 1945, il est arrêté par des agents britanniques alors qu'il se cache dans une pension. Il est transféré à Nuremberg et accusé de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de responsabilité directe dans la déportation de Juifs depuis les pays alliés du Reich. Durant le procès, il plaide l'ignorance et transfère la responsabilité à Hitler. Les documents présentés démontrent sa participation consciente à la manipulation de traités, à la pression diplomatique préalable à la guerre et à la coordination avec des gouvernements satellites pour les déportations. Il est déclaré coupable et condamné à mort. À l'aube du 16 octobre 1946, il est le premier des condamnés à être exécuté. Karl Dönitz, du commandement maritime à la prison. Karl Dönitz naît le 16 septembre 1891 à Grunau, près de Berlin. En 1910, il entre dans la marine impériale allemande comme cadet et quelques années plus tard, il est déjà en service actif pendant la Première Guerre mondiale. Il sert d'abord sur le croiseur Breslau, opérant en Méditerranée puis en mer Noire lorsque le navire passe aux mains de l'Empire ottoman. En 1916, il est transféré à la force sous-marine, un destin qui marquera toute sa carrière. Il navigue sur plusieurs unités jusqu'en octobre 1918, lorsque son sous-marin subit une grave avarie. Kuhl et Dönitz est capturé par les forces britanniques. Il passe la fin de la guerre en tant que prisonnier et revient en Allemagne en 1919. Après le conflit, il reste dans les forces armées, s'intégrant à la Reichswehr. Il progresse régulièrement dans les années 20 et au début des années 30, occupant différents commandements navals. En 1934, il reçoit le commandement du croiseur Emden, avec lequel il effectue un long voyage de formation destiné à former de nouveaux officiers. En 1935, il est promu capitaine de vaisseau dans la nouvelle Kriegsmarine du régime national-socialiste. Cette même année, il prend le commandement de la première flottille de sous-marins, qui ne compte alors que 3 unités opérationnelles. Dès lors, Karl Dönitz concentre tous ses efforts sur une idée très précise:
ne pas vaincre la Grande-Bretagne dans de grandes batailles navales, mais l'étouffer en coupant ses approvisionnements. Dönitz soutenait que les grands cuirassés étaient lents, coûteux et vulnérables, et que le véritable point faible britannique se trouvait en mer. Sa dépendance totale aux navires marchands pour recevoir nourriture, carburant et armement. Si ces convois disparaissaient, la Grande-Bretagne ne pourrait plus continuer le combat. À la fin des années 30, il est déjà à la tête de toutes les forces sous-marines allemandes, d'abord comme chef opérationnel, puis comme commandant avec contrôle total sur la stratégie. Peu avant la guerre, il est promu commodore et, une fois les hostilités commencées, contre-amiral. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, la flotte sous-marine allemande est loin d'être celle que Dönitz avait imaginée. Elle ne dispose que d'une cinquantaine de sous-marins, dont beaucoup sont petits et à faible portée. Pourtant, il assume la direction de la campagne navale dans l'Atlantique. Après les premières opérations et la perte du cuirassé Bismarck, l'Allemagne abandonne en grande partie l'usage de grands navires et concentre ses attaques presque exclusivement sur les navires marchands alliés. En 1941, Dönitz développe une nouvelle tactique d'attaque, plusieurs sous-marins coordonnés frappant le même convoi simultanément. Cette stratégie, connue sous le nom de « meute de loups », s'avère particulièrement efficace durant ces premiers mois et met à mal les routes d'approvisionnement alliées. Les attaques s'intensifient après l'entrée en guerre des États-Unis. En 1942, les forces sous-marines allemandes coulent des centaines de navires alliés dans ce que les propres équipages appellent « l'époque heureuse ». Cependant, ce succès commence à s'inverser lorsque les Alliés améliorent leur tactique anti-sous-marin, intègrent le radar aérien longue portée et parviennent à déchiffrer les messages codés de la marine allemande. En 1943, les pertes de sous-marins deviennent insoutenables et Dönitz ordonne de réduire les opérations offensives. Le 30 janvier 1943, il est promu Gros Admiral et nommé commandant en chef de la Kriegsmarine en remplacement d'Erich Raeder. Dès lors, il rencontre régulièrement Adolf Hitler et gagne sa confiance. Malgré son poste le plus élevé dans la marine, il continue de superviser directement la guerre sous-marine. Dans les dernières années du conflit, les modèles avancés de sous-marins allemands, comme les types 21 et 23, sont capturés intacts par les Alliés et utilisés comme base pour des développements ultérieurs. En avril 1945, avec Berlin assiégé et l'effondrement du régime en cours, Dönitz se trouve loin de la capitale. Dans ce contexte, il reçoit un télégramme urgent qui le place à la tête du Reich, bien que ni Martin Bormann ni le document original du testament n'arrivent jusqu'à lui. Il assume néanmoins le poste le 30 avril 1945 sans adopter le titre de Führer. Dès ce moment, il dirige un État qui n'a plus de capacité militaire réelle. Sa priorité est d'organiser une reddition permettant à autant de troupes allemandes que possible de se livrer aux alliés occidentaux. Le 7 mai, il autorise le général Alfred Jodl à signer la capitulation à Reims, qui entre en vigueur le 8 mai. Le lendemain, il ordonne la reddition de toutes les forces allemandes. Il établit ensuite son gouvernement provisoire à Flensburg-Murwik, où il continue de se réunir avec ses ministres et maintient l'application de la discipline militaire, y compris la peine de mort pour les déserteurs. Le 22 mai, il est convoqué par la commission de contrôle alliée. Le lendemain, accompagné de Jodl et de Hans-Georg von Friedeburg, il se présente à bord du navire Patria. On lui communique qu'il est placé en détention par ordre d'Eisenhower, avec le haut commandement de la Wehrmacht. Il devient prisonnier de guerre sans honneur ni formalité supplémentaire. Il est transféré à Nuremberg, où il fait face à des accusations de crimes contre la paix et de crimes de guerre. Il n'est pas accusé de crimes contre l'humanité. Le principal chef d'accusation repose sur un ordre émis en 1942 après le naufrage du transatlantique Laconia, interdisant de secourir les naufragés des navires coulés. Lors du procès, une déclaration de l'amiral américain Chester Nimitz reconnaît que des tactiques similaires ont été utilisées par les Alliés dans le Pacifique. Malgré cela, Dönitz est déclaré coupable de 2 chefs d'accusation et condamné à 10 ans de prison. Il purge sa peine à la prison de Spandau. Pendant cette période, il reste actif intellectuellement et continue de défendre ses actions comme strictement militaire. Il est libéré le 1er octobre 1956. Il se retire à Homul, près de Hambourg, où il écrit 2 livres sur ses expériences, 10 ans et 20 jours et ma vie aventureuse.
Il meurt le 24 décembre 1980, à 89 ans, après avoir passé plus d'une décennie comme dernier chef d'État du Troisième Reich et l'un des principaux responsables de la guerre navale allemande. Hans Frank, château de Wawel et déportation. Hans Michael Frank naît le 23 mai 1900 à Karlsruhe, dans l'Empire allemand. Après avoir terminé sa scolarité et obtenu l'abitur, il s'engage volontairement dans l'armée bavaroise en 1918, bien qu'il ne combatte pas avant la fin de la Première Guerre mondiale. Dans les années immédiatement suivantes, il rejoint diverses formations paramilitaires, participant au Freikorps entre 1919 et 1920, dans un contexte marqué par la violence politique et l'effondrement de l'ordre impérial allemand. En 1919, il commence des études de droit et de sciences économiques à Munich, Vienne et Kiel. Parallèlement, il se lie à des organisations nationalistes et antisémites, dont le Parti ouvrier allemand, qui deviendra plus tard le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Bien que son affiliation formelle au parti soit intermittente dans les premières années, dès le début des années 1920, il agit comme conseiller juridique du mouvement. En 1923, il participe à la tentative de coup d'État menée par Adolf Hitler à Munich. Après l'échec du soulèvement, il fuit en Autriche et revient en Allemagne en 1924, où il complète son doctorat en droit et réussit l'examen d'État en 1926. À partir de 1927, il ouvre son propre cabinet et devient l'un des avocats les plus actifs au service du NSDAP. Au cours des années suivantes, il représente le parti dans plus de 2400 procédures judiciaires et défend personnellement Hitler dans environ 150 affaires. Cette même année, il adhère définitivement au NSDAP et entame une carrière politique rapide. Il fonde l'Association des juristes allemands nationaux-socialistes, destinée à fournir une couverture juridique aux membres du parti et à développer une base juridique conforme à l'idéologie nationale-socialiste. En 1930, il est élu député au Reichstag, poste qu'il conserve jusqu'à la fin du régime. Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, Frank est nommé ministre de la Justice de Bavière et assume des responsabilités clés dans la coordination et l'uniformisation du système judiciaire allemand. Depuis ses fonctions, il cautionne les exécutions extrajudiciaires, soutient la répression politique et justifie la subordination du droit à l'idéologie du parti. En 1934, il occupe le poste de ministre du Reich sans portefeuille et préside l'Académie de droit allemand, où il impulse une transformation complète de l'ordre juridique basée sur des critères raciaux et politiques. Dans ses discours publics et écrits, il défend l'exclusion totale des Juifs du système juridique allemand et l'élimination de toute opposition au régime. Après l'invasion allemande de la Pologne en septembre 1939, et le partage du pays convenu auparavant avec l'Union soviétique, Frank est désigné chef de l'administration civile dans les territoires occupés. Le 12 octobre 1939, il est nommé gouverneur général du gouvernement général, initialement basé à Łódź, puis rapidement à Cracovie. Depuis le château de Wawel, il exerce en tant qu'autorité civile suprême dans une région non annexée au Reich, mais soumise à une administration coloniale visant l'exploitation totale de la population et des ressources. Sous son administration, la Pologne cesse d'exister en tant qu'entité politique. L'administration allemande dissout les structures étatiques polonaises, ferme les institutions éducatives et dégrade juridiquement la population. Frank concentre tous les pouvoirs civils entre ses mains et coordonne l'exploitation économique du territoire au service de l'économie de guerre allemande. Il ordonne des déportations massives de travailleurs polonais vers l'Allemagne, où ils sont utilisés comme main-d'œuvre forcée dans des usines et exploitations industrielles. Entre 1939 et 1945, au moins 1,5 million de Polonais sont déportés, dont beaucoup meurent d'épuisement, de maladies, de mauvais traitements ou de bombardements. Parallèlement, le gouvernement général devient l'un des principaux lieux de l'extermination des Juifs. La population juive est confinée dans des ghettos, soumise à une faim planifiée, puis déportée vers des centres d'extermination. Frank exprime à plusieurs reprises devant son cabinet la nécessité d'éliminer les Juifs du territoire sous son contrôle et soutient sans réserve les politiques d'extermination initiées depuis Berlin. Bien que les opérations directes soient aux mains des SS sous l'autorité de Heinrich Himmler, l'administration civile de Frank facilite la logistique, la ségrégation et la déportation de millions de personnes.
Pendant son mandat, des campagnes systématiques de répression, appelées actions de pacification, sont menées contre l'intelligentsia polonaise, le clergé, les professionnels libéraux et tout secteur considéré comme capable de soutenir une identité nationale polonaise. Des milliers de professeurs, prêtres, médecins, artistes et fonctionnaires sont exécutés ou envoyés dans des camps de concentration. Des villages entiers sont rasés en représailles aux activités de résistance et les exécutions publiques deviennent une pratique courante. À partir de 1942, Frank perd de l'influence au sein du parti après des conflits avec les SS et des critiques de Hitler sur certains de ses discours, bien qu'il conserve son poste de gouverneur général. La même année, il échappe à un attentat lorsque le train dans lequel il voyage déraille après une explosion près de Cracovie. En 1944, avec l'avancée de l'armée rouge et le déclenchement de l'insurrection de Varsovie, la situation militaire allemande en Pologne s'effondre. En janvier 1945, face à l'offensive soviétique de la Vistule-Oder, Frank abandonne Cracovie et fuit vers le sud de l'Allemagne. Le 3 mai 1945, il est capturé par les troupes américaines en Bavière. Après son arrestation, il traverse une grave crise personnelle qui lui cause des blessures importantes. Il est transféré à Nuremberg et placé à la disposition du tribunal militaire international. Dans les mois précédant le procès, il remet volontairement des dizaines de volumes de ses journaux personnels qui documentent en détail l'administration du gouvernement général et sont utilisés comme preuve principale contre lui. Lors du procès, il est accusé de conspiration, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il admet une responsabilité collective pour les crimes commis sous son autorité, bien qu'il nie toute responsabilité directe dans certains d'entre eux. Le tribunal l'acquitte du chef de conspiration, mais le déclare coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le 1er octobre 1946, il reçoit la sentence définitive, qui est exécutée quelques jours plus tard à Nuremberg. Ernst Kaltenbrunner, successeur de Heydrich. Ernst Kaltenbrunner naît le 4 octobre 1903 à Ried im Innkreis, dans le nord de l'Autriche, alors partie de l'Empire austro-hongrois. Fils d'un avocat, il grandit dans un environnement familial nationaliste, anticlérical et favorable à l'union de l'Autriche avec l'Allemagne. Pour ses études secondaires, il vit dans une pension et, durant sa scolarité au gymnasium, il rencontre Adolf Eichmann, avec qui il restera en contact les années suivantes. En 1921, il commence des études de génie chimique, mais abandonne cette filière en 1923 pour s'inscrire en droit, profitant d'une place libre dans le cabinet de son père. Il obtient son doctorat en 1926 et se distingue à l'université comme porte-parole d'organisations étudiantes nationalistes. Il participe activement à des manifestations anticléricales et antimarxistes et appartient à une Burschenschaft à orientation ultranationaliste. Après ses études, il effectue son stage juridique entre 1926 et 1928 à Linz et Salzbourg, puis ouvre son propre cabinet en 1929. À la fin des années 1920, Kaltenbrunner se rapproche progressivement des organisations d'extrême droite. En 1929, il rejoint la Heimwehr et, le 18 octobre 1930, il adhère au Parti national-socialiste en Autriche. En 1931, il intègre les SS autrichiennes. À partir de 1932, il travaille dans le cabinet de son père, défendant gratuitement des membres du NSDAP devant les tribunaux. Après l'interdiction du parti nazi en Autriche en 1933, il poursuit son activité politique clandestinement. En janvier 1934, il est arrêté pour conspiration contre le gouvernement autrichien. Durant sa détention, il organise une grève de la faim qui aboutit à la libération de centaines de prisonniers nazis. Le même mois, il épouse Elisabeth Eder, également militante nationale-socialiste. En juillet 1934, après le coup d'État nazi raté en Autriche, il est de nouveau arrêté. Bien que les charges contre lui ne soient pas prouvées, il passe plusieurs mois en prison et perd temporairement son droit d'exercer comme avocat. Il est libéré en 1935. À partir du milieu des années 1930, Ernst Kaltenbrunner devient une figure centrale des SS en Autriche. Nommé chef de l'organisation dans le pays, il consacre presque toute son activité à construire et coordonner l'appareil nazi clandestin. En 1937, il commence à collaborer étroitement avec Arthur Seyss-Inquart pour préparer l'annexion de l'Autriche au Reich allemand.
Après l'Anschluss de mars 1938, Kaltenbrunner est nommé ministre de la Sécurité d'État et participe activement à la réorganisation de la Gestapo en Autriche, à la persécution systématique de la population juive et à la création du camp de concentration de Mauthausen. Entre 1938 et 1939, il intervient directement dans la construction et la mise en service de Mauthausen et dans l'application de la politique répressive du régime. Avec Adolf Eichmann, il organise le Bureau central pour l'émigration juive de Vienne qui force l'expulsion ou la fuite de dizaines de milliers de juifs autrichiens. Jusqu'en 1939, environ 150 000 personnes quittent l'Autriche suite à ces mesures. Après l'assassinat de Reinhard Heydrich en 1942, Ernst Kaltenbrunner est choisi par Heinrich Himmler pour lui succéder. Le 30 janvier 1943, il prend la tête de l'Office central de sécurité du Reich, RSHA, qui regroupe la Gestapo, la police criminelle et le service de sécurité des SS. Cette nomination fait de lui l'un des hommes les plus puissants de l'appareil répressif nazi et un collaborateur direct de Himmler. Depuis ce poste, il supervise les camps de concentration, les déportations massives, les opérations des Einsatzgruppen et la persécution systématique des Juifs, Roms, opposants politiques et membres des églises. Sous sa direction, les assassinats de masse, la déportation de civils pour le travail forcé et l'exécution de prisonniers de guerre s'intensifient. Il devient également président d'Interpol et consolide son contrôle sur les services de renseignement et de sécurité du Reich. Bien qu'il soit comparé à Heydrich, Kaltenbrunner se distingue moins par sa capacité stratégique que par sa dureté, sa ténacité et sa disposition à exécuter sans réserve les ordres les plus extrêmes. Après l'attentat raté contre Hitler le 20 juillet 1944, Kaltenbrunner accumule encore plus de pouvoir. Il dirige personnellement les enquêtes, interrogatoires et arrestations des conspirateurs. Il est directement responsable des exécutions de figures centrales de la résistance allemande, dont Dietrich Bonhoeffer, Hans von Dohnanyi, Rüdiger Schleicher et l'amiral Wilhelm Canaris. Ces actions lui valent la reconnaissance personnelle d'Hitler et, en décembre 1944, la croix de chevalier de la guerre avec épée. En avril 1945, face à l'effondrement militaire du Reich, Himmler le nomme commandant en chef des forces allemandes restantes dans le sud de l'Europe. Kaltenbrunner tente de réorganiser les services de renseignement comme un réseau clandestin destiné à fonctionner après la défaite allemande. Parallèlement, comprenant que la guerre est perdue, il tente de négocier une amnistie avec les Alliés, sans succès. Il fuit vers le Tyrol avec 2 collaborateurs et tente de dissimuler son identité. Le 15 mai 1945, il est arrêté par une patrouille américaine alors qu'il tentait de se faire passer pour médecin sous un faux nom. Son identité est révélée lorsque sa maîtresse l'appelle par son nom pendant son transfert. Il est immédiatement remis à la disposition du tribunal militaire international. À Nuremberg, il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour son rôle en tant que chef de la RSHA, sa responsabilité dans l'Holocauste, les exécutions de masse, les déportations, le fonctionnement des camps de concentration et les opérations des Einsatzgruppen. Lors du procès, il nie toute responsabilité directe, invoque l'obéissance due et affirme ignorer l'ampleur des crimes. Il soutient que son nom a été utilisé sans son consentement pour signer des ordres d'extermination. L'accusation présente des preuves documentaires et testimoniales démontrant son implication directe, dont des photographies prises par le prisonnier espagnol Francisco Bois le montrant visitant le camp de concentration de Mauthausen. Ces images contredisent ses déclarations de méconnaissance. Ernst Kaltenbrunner est déclaré coupable et condamné à mort. Il est pendu à Nuremberg le 16 octobre 1946. Théo Morel. Les injections quotidiennes du Führer. Théodore Gilbert Morel naît le 22 juillet 1886 à Trey, un petit village allemand. Il est le 2e enfant d'un instituteur. Il se forme comme médecin à Grenoble et Paris et complète des études en obstétrique et gynécologie à Munich au début des années 1910. En 1913, il obtient son doctorat et sa licence médicale. Peu après, il travaille comme médecin assistant dans la marine et dans la marine marchande, et pendant la Première Guerre mondiale, il sert comme officier médical au front. Après la guerre, il s'établit à Berlin, où il exerce la médecine dès 1919. En 1920, il épouse Johanna Möller, actrice et chanteuse d'opéra d'une famille aisée. Sa pratique attire rapidement l'attention en raison de traitements peu conventionnels.
Grâce à ces méthodes, il est invité à soigner le Shah de Perse et le roi de Roumanie. Morel affirme avoir étudié avec Ilya Mechnikov et prétend avoir enseigné dans des universités prestigieuses. Il possède également des actions dans plusieurs entreprises pharmaceutiques européennes. En 1933, sa situation professionnelle devient fragile. Beaucoup de ses patients sont juifs et son apparence physique alimente des rumeurs persistantes sur une prétendue origine juive. La même année, il adhère au parti nazi, ce qui lui permet de conserver son cabinet et d'accéder à des cercles influents. Il commence à travailler comme médecin spécialisé dans les maladies sexuellement transmissibles au sein de l'élite sociale et économique. En 1936, il traite avec succès Heinrich Hoffmann, photographe personnel d'Hitler, souffrant de gonorrhée. Grâce à Hoffmann et Eva Braun, il est présenté à Adolf Hitler et fréquente le Berghof. Hitler souffre de problèmes intestinaux et cutanés lorsqu'il rencontre Morel à Berchtesgaden. Morel affirme pouvoir le guérir en un an. Il commence un traitement avec des préparations commerciales, dont une combinaison de vitamines et de bactéries intestinales appelée Mutaflore. L'amélioration est rapide et Hitler le nomme médecin personnel. Dès lors, Morel intègre le cercle intime du Führer et l'accompagne constamment de 1936 à avril 1945. Sa présence suscite un rejet immédiat chez d'autres dirigeants nazis. Hermann Göring et Heinrich Himmler se méfient de lui dès le départ. Albert Speer raconte qu'après une consultation avec Morel, il cherche un second avis médical qui écarte toute pathologie organique. Malgré ses méfiances, Hitler soutient toujours Morel. Dans l'entourage du pouvoir, il est surnommé le chancelier aiguille et le ministre injecteur pour son usage systématique d'injections. Morel entretient une rivalité permanente avec Karl Brandt, un autre médecin d'Hitler. Les disputes sont fréquentes et Hitler penche généralement en faveur de Morel. Eva Braun finit par le rejeter, qualifiant son cabinet de sale et refusant de le revoir. En mars 1939, lors des négociations menant à l'annexion de la Tchécoslovaquie, le président Emil Hácha s'évanouit après un affrontement avec Hitler. Morel lui administre un stimulant décrit comme des vitamines. Peu après, Hácha accepte les exigences allemandes. Le contenu exact de l'injection n'est jamais précisé. Le 20 juillet 1944, après l'attentat contre Hitler, Morel le soigne avec un antibiotique topique alors que cette substance n'est pas encore disponible régulièrement en Allemagne. Lors des interrogatoires après la guerre, il affirme ne pas connaître ce médicament. À la même période, il apparaît qu'il détient des actions dans des entreprises pharmaceutiques promouvant des produits présentés comme antibiotiques. En avril 1945, Hitler prend quotidiennement des dizaines de pilules et reçoit de multiples injections, majoritairement administrées par Morel. Le 22 avril 1945, Hitler le chasse du bunker de Berlin et lui indique qu'il n'a plus besoin de soins. Morel quitte la capitale dans l'un des derniers vols disponibles. Il est capturé peu après par les troupes américaines. Détenu et interrogé en raison de sa proximité avec Hitler, il n'est accusé d'aucun crime. Il reste interné dans un camp de prisonniers situé sur l'ancien site du camp de concentration de Buchenwald. Pendant sa détention, il est obèse, a des difficultés d'élocution et son état de santé se détériore. Morel tient un registre détaillé des substances administrées à Hitler, comprenant des préparations commerciales et des formules personnelles incluant vitamines, bactéries intestinales, hormones, stimulants, barbituriques, dérivés animaux et substances médicales courantes à l'époque. Certaines sont administrées par voie orale, d'autres par injection. Lors des interrogatoires, il affirme ne pas informer Hitler du contenu exact des préparations et les présente comme des traitements vitaminiques. Après sa libération, son état de santé continue de se dégrader. Il meurt le 26 mai 1948 à Tegernsee, à 61 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Hans Bauer, le pilote du cercle intime. Hans Bauer naît le 19 juin 1897 à Ampfing, dans le royaume de Bavière. Il grandit dans une région rurale et est très tôt fasciné par les avions qui survolent la campagne, obsession qui orientera sa carrière avant même sa majorité. En 1915, il est incorporé dans l'armée bavaroise et commence sa formation en artillerie de campagne, avant d'être transféré dans les forces aériennes de l'Empire allemand, où il vole d'abord comme observateur d'artillerie. En 1918, il est affecté à l'unité FA 295 et vole comme pilote sous-officier sur des avions d'attaque Hannover CL-3.
Il participe à des combats contre les avions français et à partir du 17 juillet, obtient 6 victoires aériennes confirmées et 3 supplémentaires non validées officiellement. Lors d'une mission, il abat 2 chasseurs Spad sur 7 ennemis engagés, ce qui lui vaut la croix de fer de première classe et la médaille bavaroise de la valeur en argent. Son dernier succès est enregistré le 29 octobre 1918. Après la guerre, Bauer rejoint un Freikorps dirigé par Franz von Epp, puis devient pilote de courrier aérien en Bavière. En 1922, il intègre l'aviation civile, travaillant successivement pour Bayerische Luftleute Junkers, puis Deutsche Lufthansa en 1926. La même année, il adhère au Parti national-socialiste. Le 1er avril 1931, il effectue le vol inaugural de la ligne Berlin-Munich-Rome, transportant des personnalités telles qu'Eugenio Pacelli, Arturo Toscanini et le tsar Boris III de Bulgarie. Rochus Mich, le dernier dans le bunker. Rochus Mich naît le 29 juillet 1917 à Alt-Schalkowitz, Haute-Silésie, alors partie de l'Empire allemand. Son nom est d'origine hongroise. En 1937, il rejoint la Verfügungstruppe des SS, intégré ensuite au Waffen-SS. En 1939, il participe à l'invasion de la Pologne avec la Leibstandarte SS Adolf Hitler et est gravement blessé. Recommandé en 1940, il intègre la garde personnelle d'Hitler, le Begleitkommando SS des Führers, un détachement de 20 hommes servant directement le Führer. Mich reste dans cette unité jusqu'à la fin de la guerre. Ses fonctions sont multiples: messager, liaison, garde du corps, mais principalement opérateur radio et téléphoniste. Stationné dans les bunkers berlinois, d'abord sous le Reichstag, puis dans le Führerbunker, il côtoie quotidiennement le cercle proche d'Hitler et observe le fonctionnement interne du pouvoir. Ces observations concordent avec celles de Traudl Jung sur la vie quotidienne dans le bunker. En avril 1945, à 27 ans, Mich est encore de service. Il converse avec Joseph Goebbels peu avant la mort de ce dernier et de Magda Goebbels et voit les corps de Hitler et Eva Braun dans leur bureau. Il refuse de participer à la destruction des restes. Le 2 mai 1945, lorsque l'armée rouge prend Berlin, Mich est le dernier membre du personnel du Führer à quitter le bunker. Capturé peu après par les Soviétiques, il est condamné à mort en 1949, mais sa peine est commuée en travaux forcés de 25 ans, puis réduite à 10 ans, dont il purge 9 ans en captivité. Il reste détenu en Kazakhstan et en Sibérie jusqu'en 1954. Selon lui, il ignore les crimes commis contre la population juive pendant la guerre. En 1955, il retourne à Berlin avec sa famille, fonde une entreprise de peinture et reste discret jusqu'à sa vieillesse. Il publie Ich war Hitlers Leibwächter en 2006 et Der letzte Zeug en 2008, relatant ses expériences dans le bunker. Après la mort de ses contemporains Bernd Freytag von Loringhoven, 2007, Arman Lehmann, 2008 et Siegfried Knapp, 2008, Rochus Mich devient le dernier survivant du Führerbunker et la dernière personne à avoir eu un contact direct avec Hitler. Il meurt à Berlin le 5 septembre 2013, à 96 ans, ayant traversé toutes les transformations de l'Allemagne au XXe siècle, de l'Empire à l'Allemagne réunifiée. Arthur Axmann, de dirigeant jeunesse à témoin de la faim. Arthur Axmann naît le 18 février 1913 à Hagen, dans la région de Westphalie. Il est le plus jeune de 5 frères et sœurs au sein d'une famille de classe moyenne. En 1916, il déménage avec sa famille à Berlin, où son père travaille pour une compagnie d'assurance. 2 ans plus tard, en 1918, son père décède et sa mère se retrouve seule à la tête de la famille. Axmann commence sa scolarité en 1919 et se distingue rapidement par ses bons résultats académiques. En 1922, il obtient une bourse pour poursuivre ses études secondaires. En 1928, il assiste à un discours de Joseph Goebbels. Peu après, à seulement 15 ans, il demande à rejoindre une organisation étudiante liée aux jeunesses hitlériennes, où il reste actif jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en 1931. Entre 1929 et 1930, il occupe déjà des postes au sein de cette structure jeunesse affiliée au parti. À la fin du secondaire, il s'inscrit à l'Université de Berlin en droit et en économie. 1 an plus tard, la perte de l'emploi de sa mère et de son frère aîné le contraint à abandonner ses études pour subvenir aux besoins de sa famille. Après avoir trouvé un emploi, il reprend son engagement formel au Parti national-socialiste.
Grâce à son expérience dans le leadership jeunesse, il est intégré à la direction centrale des jeunesses hitlériennes, assumant des tâches administratives et organisationnelles. En 1932, il est nommé responsable régional et prend en charge l'assistance sociale au niveau national. Son travail est apprécié et en 1933, il reçoit la charge de diriger les jeunesses hitlériennes à Berlin. À cette époque, la seule personne se situant entre lui et le contrôle total de l'organisation est Baldur von Schirach, qui l'assiste dans les affaires que ce dernier ne peut gérer directement. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Axmann se porte volontaire pour le service militaire dans la Wehrmacht, mais est rapidement retiré du front. En 1940, il est convoqué pour remplacer Baldur von Schirach et prend le contrôle total des jeunesses hitlériennes. L'une de ses premières décisions est de réorganiser la structure avec un accent pleinement militaire. Les membres les plus âgés sont envoyés dans la Wehrmacht et les plus prometteurs dans les Waffen-SS. Pendant la campagne sur le front de l'Est, il participe à des opérations contre les forces soviétiques. Il est gravement blessé au combat et perd entièrement le bras droit. À partir de ce moment, Hitler interdit qu'Axmann retourne sur le front. Il se consacre exclusivement à la direction des jeunesses hitlériennes. Dans les derniers mois de la guerre, Axmann se trouve à Berlin. Il est présent dans le Führerbunker durant les derniers jours du régime. Il est publiquement annoncé qu'il a reçu la Croix allemande, la plus haute distinction du parti nazi, qu'il partage avec Constantin Hirl comme seul survivant après la guerre. Le 30 avril 1945, quelques heures avant la mort d'Hitler, une ordonnance autorise des tentatives de fuite. Selon les déclarations ultérieures du chef de la garde personnelle du Führer, Axmann prend le pistolet Walter PP, retiré de la salle privée, et affirme vouloir le conserver pour l'avenir. Le 1er mai, il quitte le bunker avec un groupe incluant Martin Bormann, Werner Naumann et le médecin Ludwig Stumpfegger. Le groupe traverse la Spree par le pont Weidendamer. Axmann se sépare ensuite des autres. Bormann et Stumpfegger continuent vers la gare de Stettiner, tandis qu'Axmann prend la direction opposée. Il rencontre une patrouille de l'armée rouge, recule et observe 2 corps près du pont de l'Invalidenstrasse, éclairés par la lumière de la lune. Il identifie Bormann et Stumpfegger, mais ne peut déterminer les causes exactes de leur mort. Ces déclarations ne sont pas acceptées à l'époque. Des années plus tard, Axmann raconte que tous deux ont été mortellement blessés lorsque leur véhicule blindé a été touché pendant la fuite, version confirmée en 1972 lors de la découverte de leurs restes à ce même endroit pendant des travaux urbains. Après l'effondrement du Reich, Axmann réussit à échapper à la capture en utilisant l'identité Erich Sievert, se cachant en Mecklembourg-Poméranie occidentale. Il est déclaré officiellement mort. Quelques mois plus tard, il reprend contact avec d'anciens dirigeants jeunesse surveillés par les Alliés et est localisé. Après de longs interrogatoires, il est libéré en 1946, mais arrêté à nouveau en 1947. En 1949, il est jugé et condamné à 3 ans et 3 mois de travaux civils, peine qu'il purgera intégralement. Dans les années suivantes, il tente de reconstruire sa vie par diverses activités commerciales. En 1958, il est de nouveau poursuivi et reçoit une amende de 35 000 marks. Une entreprise personnelle ferme en 1960 faute de commande. Entre 1971 et 1976, il travaille sur un projet touristique à Gran Canaria avant de revenir à Berlin. Il se retire en 1985 et commence à enregistrer ses mémoires, d'abord en audio, puis sous forme de livre. Arthur Axmann meurt à Berlin le 24 octobre 1996. Julius Streicher, le visage public de la haine nazie. Julius Streicher naît le 12 février 1885 à Fleinhausen, dans le royaume de Bavière. Il est l'un des 9 enfants du maître d'école Friedrich Streicher et de son épouse Anna. Il grandit dans un environnement familial lié à l'enseignement et suit la même voie professionnelle, travaillant plusieurs années comme instituteur avant de se consacrer pleinement à la politique. En 1909, il rejoint le Parti démocratique allemand, marquant le début de son engagement politique. Selon ses déclarations ultérieures, ses premiers contacts avec des citoyens juifs cette année-là influencent le développement de ses idées antisémites. En 1913, il épouse Kunigunde Roth à Nuremberg. Ils ont 2 fils, Lothar, né en 1915, et Elmar, né en 1918.
Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, en 1914, il s'engage dans l'armée allemande, atteignant le grade de lieutenant et recevant la Croix de fer. Après l'armistice de 1918, il revient à la vie civile et rejoint des organisations nationalistes radicales. En 1919, il devient membre actif de la Deutsche Völkischer Schutz- und Trutzbund, l'une des principales associations völkisch de l'époque. La même année, il participe à la fondation du Parti socialiste allemand, ultranationaliste et ouvertement antisémite. Les conflits internes le poussent en 1921 à rejoindre la Deutsche Werkgemeinschaft, tentant d'unifier différents mouvements idéologiques du même spectre. En 1922, il amène ses partisans au Parti national-socialiste des travailleurs allemands, consolidant ainsi son lien précoce avec Hitler. En 1923, il fonde le journal hebdomadaire Der Stürmer, dont il assure la direction éditoriale. À travers cette plateforme, il diffuse une propagande antisémite constante. La publication atteint près de 500 000 exemplaires en 1937 et se distribue dans toute l'Allemagne via des kiosques de rue. L'éditeur produit également des ouvrages pour enfants, dont le livre Der Giftpilz, publié en 1938. La même année, il participe activement au putsch de Munich échoué. Les 8 et 9 novembre, il coordonne les militants depuis la Marienplatz vers l'Odeonplatz, où a lieu l'affrontement avec la police, laissant 14 nazis morts. Chaque anniversaire du putsch, il dirige l'escorte de la Blutfahne, le drapeau de sang du parti, consolidant son rôle parmi les proches d'Hitler. Après la réorganisation du parti nazi en 1925, il se voit confier l'implantation de la structure partisane dans le nord de la Bavière. En 1929, il est nommé Gauleiter de Franconie moyenne. De 1933 à 1940, il exerce un contrôle presque absolu sur Nuremberg, période pendant laquelle il est surnommé le roi de Nuremberg. En 1935, il contribue à l'élaboration des lois de Nuremberg, base juridique de la politique raciale du régime. Le 15 août 1935, il dirige un rassemblement massif au Sportpalast de Berlin. Des milliers de participants remplissent le lieu et ses abords, où des haut-parleurs retransmettent son discours. Des banderoles antisémites couvrent les balcons. Son intervention n'apporte pas de nouvelles idées, mais attire la foule qui veut le voir, car il fréquente rarement la capitale. En 1940, il est écarté de tous ses postes au sein du parti, suite à un scandale lié à la gestion des propriétés juives confisquées après la Nuit de Cristal et à la diffusion de rumeurs contre Hermann Göring. Après sa disgrâce, il se retire dans une ferme près de Kadolsburg, à l'ouest de Nuremberg, et disparaît de la vie publique. En avril 1945, il passe dans la clandestinité. Le 22 mai, il est capturé par les troupes américaines après l'effondrement du Troisième Reich et mis à la disposition du tribunal militaire international à Nuremberg. Bien qu'il n'ait pas participé directement à la planification des déportations ou des opérations militaires, il est accusé d'avoir été un instigateur systématique de l'extermination à travers la propagande de Der Stürmer. Le 1er octobre 1946, il est reconnu coupable de crimes contre l'humanité, la Cour jugeant que son activité de propagande a contribué directement à la persécution et à l'élimination de la population juive. Il est exécuté le 16 octobre 1946 à Nuremberg. Lorsque tout est terminé, le monde n'entre pas dans la paix. Il entre dans une autre phase de ruine. Des dizaines de millions de morts, des continents détruits, des millions de personnes piégées entre nouveaux pouvoirs, camps, procès et frontières imposées. Le Troisième Reich disparaît, mais la violence ne s'éteint pas immédiatement. Elle change de forme et de géographie. Les hommes entourant Hitler traversent ce nouveau monde de destins très différents. Certains meurent dans les derniers jours du régime, d'autres sont jugés et exécutés. Certains passent des années en prison. Quelques-uns survivent assez longtemps pour voir l'histoire les fixer à jamais à un nom et à un régime qui a semé la destruction à une échelle inédite. Après 1945, il n'y a pas de rédemption collective ni de remise à zéro. Il y a mémoire, châtiment, silence et, dans de nombreux cas, impunité. Tel est le véritable terme de la guerre. Non seulement la chute d'un régime, mais aussi la preuve de l'étendue du pouvoir lorsqu'il ne rencontre aucune limite et du temps que le monde met à en payer le prix.